Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter selon moi les ambitions que peut avoir l'équipe de France à l'orée de la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus viennent d'arriver à Doha et évidemment il y a quelques petits sujets qui nous intéressent, que ce soit sur des joueurs blessés actuellement depuis déjà pas mal de temps et des joueurs majeurs. On va faire un point sur la liste de Didier Deschamps qui a été remaniée depuis l'annonce de lundi. Et on va regarder le tableau de la compétition pour essayer de faire un petit pronostic, en toute modestie bien entendu, sur ce qui peut éventuellement se passer dans cette Coupe du Monde. Alors tout d'abord, vous devez savoir que la compétition sera retransmise essentiellement par beIN Sport et que TF1, donc chaîne gratuite, diffusera également beaucoup de matchs. Il y a des matchs qui seront notamment en co-diffusion puisque beIN Sport va retransmettre tous les matchs. Donc on voit ça commencera donc dimanche à 17h heure française, avec un Qatar-Équateur qui, il faut bien le dire, n'est pas des plus excitants et donc qui sera diffusé sur TF1 et beIN. Le lendemain, on retrouvera l'Angleterre face à l'Iran sur beIN, le Sénégal face aux Pays-Bas, ce qui à mon avis est un match très intéressant, donc sur beIN. Et le soir, bon, c'est un peu dommage qu'on nous propose États-Unis, Pays de Galles sur le gratuit. Ah, là, je le découvre en même temps que vous, ça passera aussi sur TMC. On se demande bien pourquoi, dès lors que c'est sur TF1. L'équipe de France, elle, entrera dans la compétition mardi prochain, donc dans 6 jours, puisque nous sommes le 16. Et elle sera, alors pour le coup, en prime time, face à l'Australie. Alors évidemment, un adversaire pas très impressionnant, vu de France. Alors évidemment, une compo, ça fait des heureux et des malheureux, même quand on élargit cette liste à 26. Didier Deschamps qui a revu un petit peu son point de vue sur la question, puisque initialement il ne voulait prendre que 23 joueurs, puis ensuite 25. Finalement, on est à 26. Peut-être que ça peut encore changer, puisque je crois qu'on peut encore inscrire des noms juste avant le premier match. Enfin bon, je connais pas trop les règles, pardonnez-moi. Si je ne suis pas très précis sur le sujet. Alors, on va regarder rapidement. Donc, pour les gardiens de but, on retrouve évidemment l'indéboulonnable Hugo Lloris. Alors, je dis indéboulonnable, peut-être aurait-il pu l'être si Mike Maignan avait été de la partie, mais bon, malheureusement pour lui, Maignan est blessé. On retrouve Mandanda, ce qui pour moi est quand même une petite surprise. Alors certes, il a l'expérience, mais bon, je trouve pas qu'il soit dans une condition physique géniale. Donc je me dis, si le risque se baisse, on doit faire avec Mandanda et Areola. Donc franchement, je suis très étonné. Personnellement, j'aurais pris plutôt Alban Lafont, qui est un gardien que j'apprécie beaucoup et qui, je pense, aurait pu avoir ses premières expériences en équipe de France. Alors évidemment, comme il a jamais été sélectionné, ça paraissait difficile de le prendre, mais bon, on aurait peut-être pu anticiper plutôt que de continuer à prendre Areola, qui ne fait même pas l'unanimité dans son propre club. Alors, en défense, Didier Deschamps a été clair, il va jouer à 4 défenseurs, ce qui, moi, personnellement, me plaît, parce que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été convaincu par la défense à 3 en équipe de France. J'ai trouvé qu'on prenait le bouillon dans les ailes, enfin, comme souvent dans des défenses à 3, où les rotations ne sont pas très bonnes. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas de surprise. Et Didier Deschamps finalement a fait le même constat et donc a carrément écarté l'idée de jouer à 3. Ce qui a coûté sa place à Jonathan Klaus de l'Olympique de Marseille. Je pense que s'il avait quand même une petite idée de se dire je pourrais repasser à 3 pendant la compétition, il aurait pris Klaus. Le fait qu'il ne le prenne pas, pour moi, indique qu'il jouera à 4 et jamais à 3. Alors, sur les latéraux titulaires, je dirais qu'il n'y a pas énormément de suspense. Benjamin Pavard n'est pas le joueur le plus flamboyant qui soit, même s'il a mis un but assez extraordinaire avec l'équipe de France face à l'Argentine. Mais voilà, bon. Alors par contre, c'est un joueur sérieux que Didier Deschamps apprécie, qui s'est fait sa place au Bayern de Munich, donc ça c'est quand même pas rien.
une des 3 meilleures équipes européennes et au monde a priori. Et donc Benjamin Pavard sera latéral droit, ça ne fait aucun doute. Sur le latéral gauche, alors Didier Deschamps a dit clairement que Lucas Hernandez jouerait latéral. Alors on sait qu'il peut évoluer en défense centrale, mais il jouera latéral. Tout comme son frère d'ailleurs, donc qui lui aussi est un latéral, à mon avis plus offensif que Lucas. Lucas est très bon en défense, le roi des bruns. Mais effectivement, Théo, lui, est plus d'ailleurs un peu dans une mentalité piston, très offensive. D'ailleurs, il a déjà marqué plusieurs buts avec l'équipe de France. Donc je me dis, voilà, lequel des deux? Je pense que ce sera plutôt Lucas qui a plus d'expérience des grandes compétitions, qui a quand même évolué à l'Atlético Madrid et puis maintenant au Bayern. Bon, par contre, il faut bien dire aussi que c'est un joueur devenu assez fragile et souvent blessé, ce qui est d'ailleurs quand même une des particularités de nos défenseurs, c'est qu'on a des joueurs quand même extrêmement fragiles. Donc je dirais que sur les latéraux, il n'y a pas tellement de débat. Par contre, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de remplaçant extrêmement spécialiste du poste, notamment du côté de Benjamin Pavard. Je crois que Jules Koundé a essayé dans cette position et il faut bien le dire, le résultat n'avait pas été fameux. Alors, la défense centrale, elle, par contre, elle pose de vraies questions. On sait que Presnel Kimpembe du PSG a dû déclarer forfait in extremis, alors que Didier Deschamps, dans sa conférence de presse, avait dit que Varane et Kimpembe seraient présents dès le début du match contre l'Australie. Bon, on voit que ce n'est pas le cas. Le problème de Raphaël Varane, on va le voir tout de suite sur sa fiche, c'est que il est actuellement considéré comme blessé et que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Vous voyez le 22-10. Donc ça fait plus de 3 semaines. Est-ce qu'il s'entraîne bien? Est-ce qu'il est prêt à jouer dès le premier match? C'est loin d'être sûr. En tout cas, il risque quand même de manquer de rythme. Il n'est pas le seul dans ce cas, puisque on le voit ici, Jules Koundé, lui aussi est actuellement blessé. Alors lui, il a joué plus récemment, puisque c'était le 29-10. Mais vous voyez, ça fait quand même déjà plus de 2 semaines. Donc là aussi, potentiellement, manque de rythme pour Jules Koundé. Et aussi un joueur qui a un peu du mal à faire son trou quand même au Barça. Et vous le voyez, qui là aussi a connu de manière récurrente des problèmes de blessure. Autre joueur qui a connu des problèmes de ce côté-là, c'est bien entendu Ibrahima Konaté. Alors Konaté qui avait fait souffler un vent de fraîcheur lors de ses premières sélections, parce que le gars a vraiment une personnalité extrêmement sympathique, extrêmement agréable. Mais vous le voyez, il a très peu joué depuis le début de la saison. Vous voyez, injured. Donc depuis le 31 juillet, énormément de blessures, 2 matchs mais de manière incomplète. Bon, là, il est revenu, il a joué 2 matchs, et sur les 2 derniers, là, il n'était pas dans l'équipe. Donc, vous voyez, il a vraiment cumulé à peine 3 matchs dans les jambes depuis la reprise. Donc là aussi, c'est un vrai sujet. Du coup, on peut se poser la question de qui sera en défense centrale, et je crois que jusqu'au dernier moment, on aura certains doutes. Pour ma part, je suis plutôt emballé par William Saliba, qui fait vraiment un début de saison absolument canon avec Arsenal. D'ailleurs, comme son équipe d'Arsenal, qui est actuel leader de la Première Ligue. Et je pense que s'il est disponible, Raphaël Varane sera aligné avec Saliba. Si Varane ne peut pas débuter, même si c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes, il n'a pas d'expérience de la Coupe du Monde, je pense que ce sera Konaté, à moins que Didier Deschamps revienne sur sa parole et fasse rentrer en défense centrale Lucas Hernandez avec Théo en latéral. Bon, là, il y a de vraies incertitudes, notamment sur la défense centrale. Le milieu de terrain, je dirais que c'est celui qui a été le plus dévasté par les blessures, puisque nos 2 titulaires, deux de nos titulaires lors de la précédente Coupe du Monde et la plupart des compétitions internationales que l'on a jouées, donc Paul Pogba et N'Golo Kanté, sont absents, sont blessés. On peut voir ça de 2 manières, parce qu'en plus Pogba c'est vraiment un des grands leaders de l'équipe.
Après, sur le terrain, alors Pogba, il n'a quasiment pas joué depuis 6 mois, peut-être même davantage. Et N'Golo Kanté, alors on l'adore, mais c'est un joueur qui base énormément son jeu sur la condition physique, sur la présence physique. Et je dois dire que ces derniers mois avec Chelsea, N'Golo Kanté est quand même plus tout à fait le joueur qu'il était, ce qui est pour moi normal. Un joueur qui donne autant sur le terrain, dès qu'il va baisser de rendement athlétique de 5 ou 10%, et bien évidemment son apport n'est plus du tout le même. Du coup, on se retrouve avec un milieu de terrain, on va dire, un peu néophyte, même s'il y a quelques joueurs expérimentés, mais bon, la plupart, vous allez le voir, même si Vertou par exemple est âgé, il n'a pas beaucoup d'expérience en équipe de France, et il n'a pas énormément de références en Ligue des Champions. Sinon, le taulier d'une certaine manière de ce milieu de terrain, c'est Adrien Rabiot. Alors moi, ça ne me gêne pas du tout parce que je fais partie des rares personnes qui apprécient beaucoup Adrien Rabiot et qui trouvent qu'il est injustement méprisé par beaucoup de médias et beaucoup de supporters. Moi, je trouve que c'est un formidable joueur qui sait absolument tout faire sur un terrain. Il peut même marquer des buts, faire des passes. Il a des matchs références où il a été extraordinaire, alors d'autres où il a été beaucoup moins extraordinaire. Mais voilà, je trouve qu'à 27 ans, on lui a promis l'enfer à la Juve. Mais depuis qu'il est arrivé, il est quasiment tout le temps titulaire. Alors certains diront oui, mais il est titulaire dans une Juve qui est déclinante, ce qui est vrai. Mais je n'attribuerai pas ce déclin à Adrien Rabiot. Et on peut dire aussi d'un autre côté que c'est plus dur pour un joueur de briller dans une équipe qui tourne mal que dans une équipe qui tourne bien. Donc pour moi, je ne vis pas du tout la titularisation potentielle d'Adrien Rabiot comme un déclassement. Je trouve même que, je vais vous dire, ça va peut-être choquer, mais pour moi c'est un progrès. Pas par rapport au Pogba ou au N'Golo Kanté de 2018, mais au Pogba N'Golo Kanté d'aujourd'hui. Parce que je pense que parmi tous ces milieux de terrain, le meilleur et le plus expérimenté, c'est Adrien Rabiot. Alors à côté de lui, là aussi, je veux dire, il n'y a pas tellement de débat, il n'y a pas tellement de suspense. Aurélien Tchouaméni, donc passé de Monaco au Real Madrid pour une somme tout à fait conséquente. Joueur, superlatif, une sorte d'ailleurs un peu de Paul Pogba. Alors il n'a pas l'expérience, il n'a peut-être pas la personnalité aussi leader que Paul Pogba, mais c'est un très très bon joueur. Donc moi là aussi sur Tchouaméni, malgré son jeune âge, je trouve pas que ce soit vraiment un gros recul. La question, c'est de savoir comment va être articulée l'équipe. Je pense que Didier Deschamps va se poser la question de savoir s'il met 3 des milieux à vocation de récupérateurs, sachant qu'il a des avions en attaque, ou s'il décide de mettre un joueur qui va faire office de meneur de jeu. Et évidemment, dans ce rôle-là, on pense tout de suite à Antoine Griezmann. Donc est-ce qu'il va reculer Griezmann en milieu créateur ? Est-ce qu'il va plutôt jouer la sécurité en termes de récupération, par exemple avec un Youssouf Fofana qui présente le grand avantage d'avoir joué avec Aurélien Tchouaméni, donc on peut penser que les relations techniques entre les deux joueurs seront simplifiées. Alors les offensifs, évidemment, c'est un peu le trésor de guerre de l'équipe de France. Antoine Griezmann, top 3 du Ballon d'Or. Kylian Mbappé, la superstar du foot français, je crois qu'il a été aussi sur le podium du Ballon d'Or et on peut penser qu'un jour il en aura un. Et évidemment Karim Benzema qui lui vient de recevoir le Ballon d'Or. Les seconds rôles, si on peut dire, c'est pas de la petite bière non plus. Donc Kingsley Coman qui évolue au Bayern, Ousmane Dembélé devenu un indispensable du Barça, Olivier Giroud qui devient un indispensable à peu près partout où il passe. Et 2 jeunes intéressants, donc Randal Kolo Muani, qui lui, franchement, a peu vocation à jouer, et Marcus Thuram qui remplace au pied levé Christopher Nkunku qui s'est blessé pendant la préparation. Et moi, Marcus Thuram, un petit peu comme Rabiot, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un joueur intéressant dans le sens où il peut occuper plusieurs rôles en attaque. Donc selon l'état de forme des uns et des autres, c'est quelqu'un qui apporte de la percussion et qui peut aussi également être créatif.
Alors évidemment, celui qui est regardé de très près, c'est Karim Benzema. Karim sort d'une saison absolument exceptionnelle, qui lui a permis de gagner un ballon d'or, je dirais, quasiment voté à l'unanimité. Mais vous le voyez, depuis quelques semaines, c'est un petit peu la misère. Il n'a pas joué un match complet depuis le 19 octobre, donc ça fait presque un mois. Plus la semaine qui vient avant le match de l'Australie, ça fera 5 semaines. Hier, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas si l'équipe de France a eu un entraînement, mais en tout cas hier on nous a dit, donc mardi 15, qu'il n'avait pas participé aux sessions avec ballon et qu'il avait surtout fait de la remise en forme en salle. Donc, quid de Karim Benzema, quid du rythme, d'un manque de rythme. Un joueur quand même de son âge, 34 ans, bientôt 35. Je crois que son anniversaire c'est le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Quand vous jouez pas, vous êtes un petit peu en difficulté pour retrouver le rythme. Alors après, Karim c'est un très très grand professionnel, donc on peut espérer qu'il va réussir à se remettre sur pied. Mais malgré tout, il y a quand même une incertitude. Donc il est fort possible que Karim Benzema rate le premier match. Mais bon, moi ça ne m'inquiète pas du tout. Je me dis, on a sur le banc un Olivier Giroud qui a la bave aux lèvres pour montrer qu'il a sa place. S'il y en a un qui kiffe à mort le maillot bleu, c'est évidemment Olivier Giroud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je ne me fais pas tellement de soucis sur ce point-là. Donc, je vais donner mes préférences pour chaque groupe, premier et deuxième. Bon, ça c'est mon point de vue. Après, je vais pas faire le malin. Je ne connais pas très bien toutes ces équipes. On connaît très bien les équipes européennes, plus le Brésil et évidemment l'Argentine. Mais c'est vrai que les équipes d'Asie, les équipes, certaines équipes africaines, on les connaît un peu moins, donc je les connais un peu moins, et certaines équipes d'Amérique du Sud. Alors pour le groupe A, je pense que y aura une sorte d'unanimité pour considérer que le premier du groupe A, ce sera les Pays-Bas. Le deuxième du groupe A, selon moi, devrait être le Sénégal, et donc on va retrouver le Sénégal ici, qui se retrouvera face au premier du groupe B. Le groupe C, premier, on va dire, ça paraît assez logique, l'Argentine, avec un Messi qui s'est vraiment programmé pour être à Donf pour cette Coupe du Monde, et je crois qu'il l'est. Le deuxième, on peut dire qu'il y a quand même une lutte a priori entre le Mexique et la Pologne. Très sincèrement, je suis pas totalement convaincu par l'équipe de Pologne. Donc j'irai plutôt vers le Mexique pour être deuxième du groupe C. Et donc potentiellement l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale. Donc premier du groupe E. Alors on a évidemment deux grands favoris, l'Espagne et l'Allemagne. Deux équipes qui sont réputées pour leur jeu collectif extrêmement bien huilé. Ce que je pense malgré tout, c'est que l'Espagne, je trouve, a donné plus de garanties sur les dernières compétitions en termes de qualité de jeu par rapport à l'Allemagne qui me semble encore un peu tâtonner. Et d'ailleurs, le dernier duel entre ces deux équipes a tourné à la correction puisque l'Espagne s'était imposée 6-0. Alors je pense qu'il y a peut-être des meilleures individualités dans l'équipe d'Allemagne, mais je trouve que à la fois en défense et sur les joueurs offensifs, j'ai quelques restrictions par rapport aux Allemands. Alors on me dirait il n'y a pas vraiment de bon numéro 9 du côté espagnol, mais il me semble que l'Espagne quand même est plus avancée dans la reconstruction de son projet. Donc pour moi, l'Espagne devrait finir première du groupe E, et donc l'Allemagne deuxième du groupe E, et un adversaire extrêmement compliqué pour la Belgique, qui selon moi devrait sortir de ce groupe.
Groupe G, bon bah évidemment le Brésil, hein, là je crois qu'il n'y a pas tellement photo. Le Brésil qui propose un effectif absolument 5 étoiles, que ce soit en défense, de gardien de but, le milieu de terrain, les attaquants, le banc, enfin bon bref. Deuxième de ce groupe, alors bon la Serbie paraît quand même un ton en dessous, donc ce sera soit la Suisse, soit le Cameroun, et il faut dire que les résultats récents plaident quand même en faveur de la Suisse, qui a réalisé de très très bons résultats. On va le voir ici, les Suisses restent sur 3 victoires et 2 de prestige, puisqu'ils ont battu le Portugal, et ils sont allés gagner 2-1 en Espagne. Donc ça, c'est quand même des très très bonnes performances. Dans le même temps, le Cameroun, lui, a connu quand même de sacrées désillusions. Malgré leur qualification pour la Coupe du Monde en battant l'Algérie, ils ont quand même eu une défaite en Guinée équatoriale, une défaite face à l'Ouzbékistan 2-0, ça c'est quand même pas terrible, défaite face à la Corée du Sud et un match nul face à la Jamaïque, qui n'est quand même pas une grande nation du foot. Donc moi il me semble quand même que sur la dynamique, la Suisse c'est supérieur. Du coup, pour moi, le deuxième du groupe G, ce sera la Suisse. Ils vont d'ailleurs peut-être retrouver le Portugal. Sur le groupe B, bon pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. L'Angleterre qui, même si je suis pas très fan de cette équipe, ils ne me convainquent pas totalement, mais je pense quand même qu'ils sont nettement meilleurs que les 3 autres. Alors sur les 3 autres, bon, il y a le Pays de Galles qui est sympathique, mais je pense que les États-Unis sont en progression. Et donc, je vois bien les USA finir deuxième du groupe B. Et donc, jouer les Pays-Bas. Alors, je suis désolé, on dirait l'écriture d'un enfant de 6 ans. Mais avec la souris, c'est pas évident. Alors, le groupe D, c'est le nôtre, hein, celui de l'équipe de France. Donc, pour moi, la France, tranquille, non. Puisque dans ce groupe, on a quand même le Danemark. Le Danemark qui nous a battus les 2 dernières fois qu'on les a joués. Mais bon, c'était dans des circonstances un petit peu particulières. On avait beaucoup d'absents. La Ligue des Nations, les joueurs pensaient plus aux vacances qu'à jouer au foot. Donc je vois des circonstances atténuantes à l'équipe de France sur ces 2 défaites face au Danemark. Mais je crois malgré tout qu'il ne faut absolument pas mésestimer le Danemark. Je pense que les Argentins sont pas hyper contents de savoir qu'en 8e de finale, ils vont prendre soit le Danemark, soit la France. Le groupe F, alors groupe, on va dire, avec 3 équipes quand même de très bon niveau, plus le Canada, qui possède quelques joueurs de valeur. On connaît très bien évidemment Jonathan David. Mais le Maroc, évidemment, une très grande tradition d'un football très technique. Donc une équipe qui a des ambitions, qui a des bons joueurs, même si malheureusement pour eux, ils ont perdu Amin Harit. Mais voilà, le Maroc, franchement, c'est pas du gâteau. La Croatie, évidemment, finaliste en 2018. Alors certes, une équipe un petit peu vieillissante, mais qui a quand même encore d'excellents résultats, puisqu'ils ont quand même réussi à nous battre. Mais je pense que la Belgique, quand même, me paraît un petit peu au-dessus. Donc, pour sortir de ce groupe, je mets la Belgique premier, mais franchement, je ne parierai pas ma maison sur le sujet. Pour la 2e place, c'est très très compliqué. Franchement, même le Canada, je veux dire, on peut pas totalement les écarter. Je vais jouer la sécurité avec la Croatie, du fait de son expérience, du fait d'une tradition également du beau jeu, comme le Maroc. Mais très sincèrement, je suis pas hyper convaincu. Mais bon, je choisis la Croatie. Mais si vous me dites t'as rien compris, ce sera le Maroc. Ou que vous me dites tu connais rien, c'est le Canada, je vais pas chicorer sur le sujet. Dernier groupe, donc le groupe H, avec le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Bon, le Portugal qui pour moi sur le papier, a vraiment un des plus beaux effectifs de cette Coupe du Monde. Franchement, quand on regarde dans toutes les lignes, alors sauf peut-être la défense centrale avec Pépé, mais notre ami Ruben Dias, c'est quand même top niveau.
Milieu de terrain, c'est très très fort. Les attaquants, c'est très très fort. Donc évidemment, le Portugal peut, à mon avis, faire quelque chose de très grand dans cette compétition. Deuxième, alors, je vais pas mentir, l'Uruguay, je connais l'ancienne Uruguay, je connais pas l'Uruguay d'aujourd'hui. Le Ghana, je connais le Ghana d'il y a très très longtemps, donc je ne sais pas du tout. Et la Corée du Sud, Euminson, on connaît bien, mais le reste, je ne sais pas. Donc je suis très embêté pour déterminer un deuxième de ce groupe. Je vais prendre l'Uruguay parce que c'est l'équipe qui est la plus expérimentée dans ce type de compétition. Mais là aussi, comme le groupe précédent, si vous me dites tu connais rien, c'est la Corée du Sud ou le Ghana, je ne vais pas me battre sur ce sujet. Alors pour les quarts de finale, évidemment, les premiers de groupe paraissent quand même avoir un avantage de qualité par rapport au deuxième de groupe. On va commencer par le haut du tableau avec, selon moi, les Pays-Bas, normalement tranquilles, face aux USA. L'Argentine face au Danemark, là aussi en termes d'expérience et de qualité, notamment avec la présence tout simplement de Messi, plus des joueurs de qualité de l'équipe d'Argentine, l'Argentine pour moi sortira. Ensuite, Espagne-Croatie. Je pense que la Croatie, c'est une équipe assez vieillissante. Donc je vois l'Espagne passer. Et évidemment, Brésil-Uruguay, le Brésil tranquille. De l'autre côté ici, Angleterre-Sénégal. L'Angleterre avec des joueurs quand même expérimentés et de qualité. Habitué aux joutes de la première ligue, donc je pense qu'en termes d'intensité, il n'y aura pas trop de soucis. Et la France disposerait du Mexique. Je dirais pas facilement, mais disons que sur le papier, normalement, il n'y a pas photo. Belgique-Allemagne, alors je pense que la Belgique a un effectif conscient que cette génération-là, c'est sa dernière opportunité de briller. Donc je pense qu'ils vont être surmotivés. Je pense aussi tout simplement qu'ils ont une meilleure équipe que l'Allemagne, plus complète. Donc pour moi, la Belgique disposerait de l'Allemagne, mais là quand même ça peut être assez serré. Portugal-Suisse, alors même si la Suisse vient de battre le Portugal, je pense quand même que dans cette compétition, le Portugal sera supérieur à la Suisse. Alors là, évidemment, on voit des quarts de finale se profiler extrêmement excitants. Là, vraiment que des belles affiches. Alors, très européennes. On pourra peut-être m'accuser d'être européocentriste. Mais je dois le reconnaître, je connais mieux les équipes européennes. Donc, pour moi, ça me paraît logique de leur donner avantage, notamment, par exemple, ici, face au Sénégal, aux États-Unis, etc. Alors, Pays-Bas-Argentine, franchement, c'est pas évident, et là je vais peut-être prendre un risque puisque moi je vois plutôt les Pays-Bas passer. Les Pays-Bas pour moi c'est beaucoup de talent et des jeunes joueurs, et je pense que l'Argentine est plutôt quand même une équipe vieillissante. Elle a de beaux restes, mais très sincèrement moi je vois plutôt les Pays-Bas passer. Alors le Brésil face à l'Espagne, évidemment, là aussi pour moi pas photo, supérieur dans tous les postes. Très expérimenté aussi, des joueurs de très haut niveau, que ce soit en défense ou milieu en attaque. Donc pour moi, le Brésil passe facile. Angleterre-France, alors là évidemment ça se complique, mais, et vous me pardonnerez, comme je n'ai que peu de respect pour l'équipe d'Angleterre, que je trouve avoir un sélectionneur en carton et pas mal de joueurs assez surcotés, pour moi la France passe. Alors là aussi, on n'est pas objectif du tout, mais ça me paraît pas dingue. Alors Belgique-Portugal, d'une certaine manière, c'est vraiment le quart de finale le plus indécis. Et malheureusement pour eux, je crois que les Belges ont laissé passer leur chance. Et donc je vois bien le Portugal passer l'obstacle belge assez nettement. Parce que je pense que la Belgique a laissé passer sa chance. Des joueurs majeurs comme Eden Hazard et Romelu Lukaku sont dans des conditions
pas évidente. Alors vous me direz, du côté du Portugal, Ronaldo est lui-même dans l'œil du cyclone, mais je pense que le Portugal a nettement plus de ressources que la Belgique, donc c'est pour ça que j'imagine assez facilement que le Portugal va passer l'obstacle belge. Alors pour l'ennemi final, eh ben finalement on retrouve des équipes qui, hormis les Pays-Bas, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les récentes compétitions internationales, on retrouve des équipes qui sont des habitués désormais des derniers carrés des compétitions internationales. Alors évidemment, pour moi, Brésil-Pays-Bas, même si j'apprécie les Pays-Bas, pour moi le Brésil est intouchable. Donc je vois bien le Brésil aller en finale et avec son football champagne. France-Portugal, alors là, évidemment, c'est un cas de conscience, mais je crois en l'équipe de France face au Portugal. D'ailleurs, dans le dernier match que nous avons fait au Portugal, la France, et notamment Adrien Rabiot, a fait une véritable masterclass. Alors, je ne dis pas qu'elle sera forcément capable de répéter une telle performance, mais disons que je pense que si tous les joueurs sont à leur meilleur niveau, et ça évidemment, on ne peut pas totalement l'anticiper, il peut y avoir des blessés, etc., etc., mais pour moi, la France reste supérieure. Et c'est là où je vais peut-être me faire traiter de traître à la nation, mais dans une finale Brésil-France, je suis bien obligé d'admettre que pour moi, le Brésil va gagner la Coupe du Monde face à la France. Ça fait mal de le dire, mais bon, on pourrait pas dire non plus que ce serait un fiasco pour les Français d'aller en finale. De toute façon, vous êtes tenant du titre. Évidemment, perdre le titre, ce serait dommage, ce serait décevant, mais on peut pas dire non plus que ce serait un échec. Après, faut voir les circonstances du match. En tout cas, voilà mon pronostic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des infos sur des équipes sur lesquelles je n'ai pas tellement focalisé parce que j'avoue ne pas les connaître. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic, éventuellement votre dernier carré. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et on se retrouve très rapidement, notamment pour les fans de l'Olympique Lyonnais, puisque demain jeudi, normalement, la vente de l'OL doit être actée. Donc je ferai un bilan sur la vente, sur le mercato, sur les perspectives, le bilan financier qui est sorti aussi. Donc tous les fans de l'OL, vous allez avoir du contenu. Donc restez bien à l'écoute. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.